Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. C'est notre troisième live sur cette œuvre, si je ne m'abuse. Nous lirons aujourd'hui, nous entamerons même aujourd'hui, la deuxième partie, à savoir, c'est imprononçable, Voyage à Brobdingnag. J'ai pas trop mal réussi. Mais je sens que ça va être une belle tannée pendant toute la lecture du bouquin. Donc voilà, nous avons terminé le voyage à Lilliput la dernière fois. On se dirige vers un nouveau voyage. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous aurez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai pendant ma lecture et d'aller directement au moment qui vous intéresse, au chapitre qui vous intéresse. Je pense, j'ai fait un peu de repérage en live, je pense qu'aujourd'hui on va lire le chapitre 1, puis le chapitre 2 et 3, et je pense que ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Ça devrait déjà nous faire un live assez, assez copieux. Comme je vous le disais lors des lives précédents, en fait, je préfère faire des lives plus proches d'une heure et demie que de 2 heures maintenant. Je trouve que c'est plus digeste pour la lecture. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à peu près là-dessus, parce que naturellement, j'aurais tendance à ajouter et à me dire ah ouais, mais on est proche d'avoir fini un chapitre, alors du coup, je vais peut-être ajouter ça et ainsi de suite. Je tiens quand même à ce qu'il y ait une certaine logique, une certaine intégrité de l'œuvre et ainsi de suite qui soit respectée. Donc, je vais pas couper en plein milieu d'un chapitre si c'est possible. Mais oui, faut que j'arrête aussi de me dire ah ouais, mais ça serait bien qu'on finisse la partie et du coup me retrouver à faire un live de 3 heures, chose que je faisais beaucoup avant. Non, là, j'ai pas forcément le temps. J'ai l'envie de faire des lives, mais pas forcément beaucoup de temps, et j'ai aussi envie de faire d'autres choses. Donc, j'essaie de m'auto-contenir et de pas trouver quelque part l'excuse des lives pour ne pas faire d'autres choses dans ma vie. Parce que je pense que c'est un truc dans lequel je pourrais tomber. Me dire, oh, les lives, c'est facile à faire, vas-y, j'en fais plein. Alors qu'en fait, j'ai aussi envie de travailler sur d'autres choses qui sont un peu plus compliquées, mais qui me font un peu reculer. Bref, on est dans un épisode de lecture ou dans un épisode d'introspection, là, je sais plus. Voilà, voilà un peu ce qui se passe dans ma tête en ce moment. J'ai pas terminé à la rediffusion, du coup, je suis contente que l'on commence un nouveau voyage. Ah, ah, c'est marrant de le voir comme ça. J'espère que tu ne vas pas te faire spoil, en effet. Mais c'est vrai que, a priori, on part sur une nouveauté. Vu la manière dont le texte est foutu, il y a des chances que tu te fasses pas spoil, en effet. En tout cas, je vous invite à vous installer, chers amis, que vous me regardiez sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Je vous souhaite la santé comme d'habitude. Et je vous propose qu'on se lance assez rapidement. Je suis très curieux de quelle va être la suite, puisque, comme je le disais la dernière fois, je pense que dans l'imaginaire collectif, ce qui est le plus connu et ce qui reste le plus à l'esprit, ce qui est le plus marquant, pour la plupart des gens, dans les voyages de Gulliver, c'est exactement ce qu'on a déjà lu, c'est-à-dire le voyage à Lilliput, la rencontre entre Gulliver le géant et le peuple de Lilliputiens. Donc je pense que maintenant on va entrer dans des choses un peu plus confidentielles, si je peux dire, un peu moins connues de tous. Et je suis du coup très 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 curieux de voir ce que ça va donner, où ça va aller. Donc je vous propose qu'on se lance assez rapidement. Je suis en train de réfléchir en même temps si je vous parle de deux, trois autres choses, pardon. Hmm, En fait, j'aime trop vous parler de choses qui me passionnent et m'enjaillent, mais à la fois, j'ai un peu le double truc de ah ouais, mais si je vous le dis, ça m'engage à le faire et ça me stresse et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Et après, je m'en veux parce que je sais que je le fais pas à temps et ainsi de suite. Bref, du coup, absolument sans aucune pression, sans aucune deadline, sans aucune promesse de ma part, je vous annonce que ces temps-ci, je suis en train d'implanter très doucement, très avec parcimonie dans ma routine des sessions de musique. Et donc, vous risquez de voir de plus en plus de live sur Instagram, si je le peux, parce que j'ai essayé de le faire hier et ça n'a pas fonctionné. Je pense que les murs étaient trop épais. Mais voilà, il y a moyen que sur Insta, je fasse des sessions de batterie beaucoup dans les semaines à venir. J'essaie de me faire une session. En gros, je me loue un local de répète pour pouvoir jouer de la batterie.
et donc j'essaie de me faire 1 à 2 sessions par semaine si possible. Donc voilà, je vous tiens au courant que ça peut arriver sur, Insta et je vous tiens au courant également que en fait, j'ai envie de parler de plein de choses, que je suis très intéressé, de plus en plus, à faire quelque chose qui m'intéressait pas des masses avant, c'est-à-dire à me lancer corps et âme dans un TCG, parce que je m'y suis toujours intéressé, mais un peu timidement. Donc là, je parle de jeux de cartes à collectionner. Mais je m'y suis déjà lancé et intéressé parfois, mais voilà, toujours timidement et de loin, parce que vraiment s'investir dans un jeu, c'est quand même un coût et du temps. Mais là, j'ai de plus en plus envie de le faire pour One Piece. D'ailleurs, j'analyse que c'est peut-être pour moi la manière de prolonger mon plaisir et mon fanboyisme de One Piece, parce que maintenant que je suis arrivé au bout des 109 tomes publiés à ce jour, eh bien, il faut que je continue à avoir ma dose de One Piece dans ma vie. Et donc, j'ai peur de tomber dans le jeu de cartes. Pourquoi je vous en parle? Parce que déjà, j'ai envie d'en parler. Et ensuite, parce que je pense que du coup, c'est pas exclu qu'un jour je fasse des lives par rapport à ça. Je ne sais pas encore de quelque manière. Est-ce que je ferai des ouvertures de boosters, tout ça? Je ne sais pas. Parce qu'à vrai dire, en fait, c'est paradoxal. À vrai dire, si je suis tout à fait franc, c'est un contenu que je trouve pauvre et que je trouve pas giga intéressant. Comment dire? Intellectuellement, si je réfléchis le contenu, je me dis: «Ouais, l'intérêt est pas dingue». Force est de constater que j'en regarde de ce genre de contenu et que ça m'amuse. Donc, c'est qu'il y a quand même un intérêt. Et force est de constater que je me suis acheté quelques boosters que vous pouvez voir dans le fond là-bas, ces dernières semaines, et que j'ai fait des openings en privé avec l'ami Chéro, et qu'en fait on s'est super enthousiasmé comme des gosses, et qu'on était comme des dingues à dire «Oh, t'as vu la carte, comment elle est trop stylée», et ainsi de suite. Donc, bref, je me dis que c'est amusant et que c'est possible, même si je ne suis vraiment pas sûr de faire du contenu là-dessus, mais je vous le glisse brièvement quand même. Et par contre, une autre chose sur laquelle il faut que je planche, et j'essaie de m'organiser pour le faire petit à petit, vraiment en ce moment, c'est un peu mon leitmotiv. Essayer d'ajouter régulièrement, mais graduellement, des choses à ma routine pour que ça soit pas une montagne trop dure à affronter, quoi. Pas un homme montagne trop dur à affronter. Vous avez vu, je fais de l'humour. Et du coup, je pense qu'en ce moment, je commence à travailler sur un projet lié au jeu de rôle. Je vais peut-être pas trop en dire non plus, mais lié au jeu de rôle, qui serait pas en live, mais dont je pourrais un jour parler en live, peut-être présenter en vidéo ou en live directement. Hem Et un projet un peu, on va dire, en parallèle de Planétéo, mais qui pourrait avoir des liens directs aussi avec Planétéo. Donc voilà, je vous en parlerai. C'est un projet, comment on pourrait dire ça? Éditorial, en quelque sorte. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est un projet éditorial. J'aimerais écrire des choses et vous le transmettre, en gros, par rapport au jeu de rôle. C'est tout ce que je dis pour le moment. Voilà, voilà. Bref, faut vraiment que je commence à travailler régulièrement à ça. Dans mes semaines, je pense que je vais me faire un petit créneau de 1 heure, puis de 2, puis de 3, et ainsi de suite. C'est vraiment mon fonctionnement en ce moment, et ça m'a l'air de plutôt fonctionner, puisque ça fait 1 mois que j'ai réussi à live toutes les semaines, donc c'est plutôt un bon constat. Voilou, voilou. Allez, cette fois-ci, trêve de bavardage. Nous sommes partis pour la lecture. Je vais peut-être devoir m'y reprendre 3 fois pour le titre de la deuxième partie. Surtout que j'ai besoin de faire justement un timecode sur YouTube à l'ardif. Donc il faut que ce soit propre. Et je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes qui me regardez en live Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Hop, changement de set. Je vous dis à dans quelques minutes, après ce premier chapitre, dans de nouvelles contrées lointaines.
Deuxième partie. Voyage à Brobdingnag. Chapitre 1. La nature et le destin m'avaient condamné à une vie agitée et sans repos. 2 mois après mon retour, je quittai de nouveau ma terre natale et m'embarquai aux Downs le 20 juin 1702 sur l'Aventure en partance pour Surat sous le commandement d'un cornouaillais, le capitaine John Nicholas. Le vent nous fut très favorable jusqu'au cap de Bonne-Espérance, où nous mouillâmes pour faire de l'eau. La découverte d'une voie d'eau nous obligea à y débarquer nos marchandises et à y passer l'hiver, car notre capitaine, ayant eu les fièvres, nous ne pûmes quitter le cap avant la fin mars. Nous remîmes alors à la voile, et nous fîmes bonne route jusqu'au-delà du détroit de Madagascar. Mais à peine étions-nous au nord de cette île, par 50 degrés de latitude sud, que les vents, on sait pourtant que dans ces mers il y a de bons alizés réguliers du nord-ouest depuis décembre jusqu'au début de mai, se mirent à souffler avec une plus grande violence et bien plus de l'ouest que d'habitude, pendant 20 jours, sans discontinuer. Ce qui nous fit dériver jusqu'à un point situé un peu à l'est des îles Moluques, à 3 degrés environ au nord de l'équateur, comme l'établit notre capitaine, qui fit le point le 2 mai. Ce jour-là, le vent tomba, et il se fit un calme absolu dont je me réjouis fort. Mais le capitaine, qui avait une grande expérience de la navigation dans ces mers, nous enjoignit de nous préparer tous à affronter une tempête. Celle-ci, effectivement, se déclara le jour suivant, car il s'était levé ce vent du sud que l'on nomme la mousson. Prévoyant que le vent allait fraîchir, nous serrâmes la voile de Beaupré, et nous nous préparâmes à descendre la voile de misaine. Le temps était si mauvais que nous attachâmes tous les canons et serrâmes la voile d'artimon. Le bateau courait grand largue. Aussi jugeâmes-nous préférable de passer vent arrière, plutôt que de mettre à la cape ou de naviguer à sec de toile. Nous prîmes des risses à la voile de misaine, la bordâmes et bordâmes les écoutes. La barre était tout au vent, et le navire gouvernait bien. Nous tournâmes la manœuvre du petit phoque, mais la voile se déchira et nous la falâmes, amenant en même temps la grand vergue, et après avoir dégréé totalement la voile, nous la remisâmes. La tempête faisait rage, et des vagues menaçantes se brisaient sauvagement les unes contre les autres. En allant dur sur le radan du timon, nous aidâmes le timonier à la barre. Nous ne voulions pas amener le grand mât de hune, et nous le laissâmes tout gréer, car le vaisseau se gouvernait bien, et nous savions qu'il était ainsi plus à l'aise et sans risque pour nous, puisque nous avions de l'eau à courir. La tempête finie, on établit la misaine et la grand-voile, et on mit le bateau debout au vent. On établit alors l'artimon, le grand et le petit hunier, et on gouverna est-nord-est, le vent soufflant du sud-est. Nous fixâmes les armures à tribord, nous démarrâmes nos balancines et nos bras de vergue du côté du vent. Fixâmes les bras de vergue sous le vent, déhalâmes les boulines et les amarres solidement, mîmes l'armure de misaine devers le vent, et tînmes le navire le plus près du vent que nous pûmes. Pendant cette tempête, qui fut suivie d'un vent violent ouest-sud-ouest, nous fûmes poussés d'au moins 500 lieues vers l'est d'après mes calculs. De sorte que notre plus vieux loup de mer n'aurait pu dire en quelle partie du monde nous nous trouvions. Les provisions ne manquaient pas, le vaisseau était parfaitement étanche et l'équipage en bonne santé, mais l'eau nous faisait cruellement défaut. Il nous parut plus sage de poursuivre la même route plutôt que d'obliquer vers le nord, ce qui eût risqué de nous mener au nord-ouest de la Grande Tartarie et dans les mers glaciales. Le 16 juin 1703, un mousse découvrit une terre du haut du Perroquet. Le 17, nous nous trouvions en vue d'une grande île ou d'un continent, nous ne pouvions pas le savoir, dont la rive sud formait un mince promontoire avançant vers la mer et une baie trop peu profonde pour un vaisseau de plus de 100 tonneaux. Nous jetâmes l'ancre à 1 lieue de cette baie, et notre capitaine envoya 12 hommes bien armés dans la chaloupe, avec des tonneaux pour les remplir d'eau, s'il s'en pouvait trouver. Je lui demandai la permission de les accompagner afin de voir ce pays, et d'y faire autant de découvertes que je pourrais. En accostant, nous ne vîmes ni source ni rivière, ni trace d'habitants. Nos hommes longèrent le rivage à la recherche d'eau douce près de la mer, et moi, je partis seul de l'autre côté. Je marchai dans ce pays qui me parut aride et rocailleux pendant 1 mille environ. Puis, me sentant fatigué,
et n'observant rien qui pût contenter ma curiosité, je redescendis doucement vers la baie. Je dominais toute la mer, et voici que j'aperçus nos hommes déjà tous embarqués sur la chaloupe et ramant à corps perdu. J'étais sur le point de les héler, sans grande chance d'être entendu, quand je remarquai un être gigantesque qui les poursuivait dans la mer aussi vite qu'il pouvait. L'eau ne lui venait guère qu'aux genoux, et ses enjambées étaient prodigieuses. Mais nos gens avaient une demi-lieue d'avance, et comme la mer était à cet endroit pleine de rochers pointus, le géant ne parvint pas à rattraper la chaloupe. Tout ceci, on me le raconta plus tard, car je n'osais point attendre l'issue de cette aventure, mais me sauver à toutes jambes dans la direction que j'avais d'abord prise, puis grimper sur une colline escarpée d'où la vue s'étendait sur une partie du pays. Je vis qu'il était entièrement cultivé, mais ce qui me frappa surtout, ce fut la hauteur de l'herbe qui, dans ce qui semblait être des prairies fourragères, atteignait 20 pieds. Je tombai sur une grande route. C'est ainsi que j'identifiai une voie de communication qui n'était en réalité qu'un sentier, utilisé par les gens du pays pour traverser un champ d'orge. J'y cheminai quelque temps, sans rien voir des deux côtés, car le temps de la moisson était proche, et les épis s'élevaient à près de 40 pieds. Il me fallut une heure pour atteindre l'extrémité du champ, qui était enclos d'une haie vive d'au moins 120 pieds de haut et d'arbres si grands qu'il me parut impossible d'en supputer la hauteur. Pour passer de ce champ dans le suivant, on enjambait la haie par un échalier de 4 marches, surmonté d'une grosse dalle. Pour moi, il m'était impossible de gravir cet échalier, car les marches avaient bien 6 pieds de haut et la pierre du fait plus de 20. J'en étais à chercher une brèche dans la haie, quand je vis s'avancer vers le passage, venant du champ d'en face, un indigène aussi immense que celui que j'avais vu dans la mer à la poursuite de notre chaloupe. Il me parut de la taille d'une flèche de clocher ordinaire, et faisait des enjambées de 10 yards, autant que j'ai pu juger. Frappé d'une terreur et d'une surprise extrême, je courus me cacher dans le blé, d'où je le vis du haut de l'échalier, se retourner vers le champ de droite, et je l'entendis appeler d'une voix bien plus retentissante que si elle fût sortie d'un porte-voix. Mais les sons qu'il émettait venaient de si haut dans l'air que j'aurais d'abord juré entendre le tonnerre. Là-dessus s'avancèrent vers lui 7 monstres semblables à lui-même, portant à la main des faucilles, dont chacune équivalait à 6 de nos faux. Ces gens étaient moins bien vêtus que le premier, dont ils semblaient être les serviteurs ou les ouvriers, car sur certaines paroles qu'il leur dit, ils s'en allèrent moissonner le champ où je me trouvais. J'essayai de garder toute la distance possible entre eux et moi, mais je me déplaçais avec la plus grande difficulté. Les tiges du blé étaient si serrées, souvent à moins d'un pied les unes des autres, que j'avais du mal à me glisser à travers elles. Je réussissais pourtant à avancer, mais finalement je butai sur des épis qui avaient été couchés par le vent et la pluie. Là, il me fut impossible de faire un pas de plus, car les tiges étaient tellement entrelacées que je ne parvenais pas à me faufiler entre elles, et les barbes des épis tombés étaient si dures et si pointues qu'elles traversaient mes vêtements et m'entraient dans la chair. En même temps, j'entendais les moissonneurs à moins de 50 toises de moi. Épuisé par ces efforts et totalement réduit au désespoir, je me couchai entre 2 sillons en souhaitant de tout mon cœur y terminer mes jours. Tout en plaignant ma veuve désolée et mes enfants sans père, je déplorais ma propre folie et mon obstination à entreprendre ce deuxième voyage en dépit des conseils de tous mes parents et amis. Dans une terrible agitation d'esprit, je ne pouvais m'empêcher de penser à Lilliput, dont les habitants m'avaient considéré comme le plus grand prodige qui eût jamais apparu sur la terre, et où je pouvais remorquer d'une seule main toute une escadre de la flotte impériale, accomplissant 1000 exploits dont on perpétuerait le souvenir dans les chroniques de cet empire, et que la postérité aura grand-peine à croire malgré le témoignage d'une nation entière. Je songeais à l'humiliation que ce serait pour moi d'apparaître, en ce pays-ci, aussi insignifiant que le serait un Lilliputien isolé parmi nous. Mais je compris bien que c'était là le moindre de mes malheurs. Car si l'on a pu observer que la cruauté et la sauvagerie des hommes sont proportionnées à leur taille, quel sort m'attendait donc si non de n'être bientôt plus qu'une bouchée sous la dent du premier de ces barbares gigantesques qui s'empareraient de moi? Sans aucun doute, les philosophes ont raison de nous dire que rien n'est grand ni petit que par comparaison. Peut-être pourrait-il plaire un jour à la fortune de découvrir aux Lilliputiens un peuple aussi minuscule par rapport à eux qu'il l'était par rapport à moi? Et qui sait si la race de ces mortels gigantesques elle-même n'apparaîtrait pas lilliputienne à son tour en quelque lointain pays du monde que nous n'avons pas encore découvert? En dépit de mon épouvante,
et de ma confusion d'esprit, je ne pouvais m'empêcher de poursuivre ces réflexions, quand un des moissonneurs s'approcha à moins de 5 toises du rebord de sillon où je me trouvais. Je me dis que, s'il faisait un pas de plus, j'allais périr écrasé sous son pied ou coupé en deux par sa faucille. Je me mis donc, au moment où il allait bouger, à hurler avec toute la force que me donnait la terreur. Le géant s'arrêta net, et, après avoir cherché à ses pieds quelques instants, il m'aperçut couché par terre. Il m'observa d'abord avec méfiance, comme quelqu'un qui s'apprête à mettre la main sur une petite bête dangereuse et veut éviter de se faire griffer ou mordre. C'est ainsi que je procédais moi-même en Angleterre avec les belettes. Enfin, il s'enhardit à me saisir par le milieu du corps, entre le pouce et l'index, et m'éleva à 3 yards de ses yeux pour examiner soigneusement mon aspect. Je compris ce qu'il voulait faire, et j'eus la chance de garder assez de présence d'esprit pour ne pas me débattre, tandis qu'il me tenait en l'air à plus de 60 pieds du sol, en me serrant horriblement les côtes pour ne pas me laisser glisser entre ses doigts. Tout ce que j'osai faire fut de lever les yeux au ciel et de joindre les mains d'un air suppliant, tout en prononçant quelques mots d'une voix humble et triste qui convenaient à ma situation. Car je craignais à chaque instant qu'il ne me jetât au sol comme nous le faisons pour écraser les vilaines petites bêtes que nous voulons détruire. Mais grâce à ma bonne étoile, il parut touché par mon attitude et ma voix, et il se mit à me regarder comme un objet curieux, fort surpris de m'entendre articuler des mots même incompréhensibles. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de gémir et de verser des larmes, tout en faisant pencher ma tête vers mes flancs pour lui faire comprendre, du mieux que je pouvais, combien il me faisait souffrir en me serrant si fort. Il parut s'en rendre compte. Il releva un pan de son habit, m'y déposa doucement, et courut aussitôt m'apporter à son maître. Celui-ci était le riche fermier que j'avais vu d'abord dans le champ. Après avoir écouté ce que son serviteur pouvait lui dire de moi, c'est du moins ce que je supposais en les voyant se parler, le fermier prit une brindille de paille, grosse comme une canne, pour soulever les pans de mon habit que, semble-t-il, il prenait pour une sorte de revêtement fourni par la nature. Il souffla sur mes cheveux pour mieux voir mon visage, et appela ses gens pour leur demander, comme je l'appris plus tard, s'ils n'avaient jamais trouvé auparavant dans les champs d'autres petits animaux de mon genre. Puis il me déposa doucement sur le sol, à 4 pattes. Je me levai aussitôt, et me mis à marcher lentement de long en large, pour lui faire voir que je n'essayais pas de m'enfuir. Tous s'assirent en rond autour de moi, pour mieux observer mes mouvements. J'ôtai mon chapeau et fis un profond salut au fermier. Puis je tombai à genoux, et levant mes mains et mes yeux vers le ciel, et je prononçai quelques mots de ma voix la plus forte. Enfin, je sortis de ma poche une bourse pleine d'or, et la lui offris humblement. Il la reçut dans le creux de sa main, et l'approcha de ses yeux pour voir ce que c'était, puis il la tourna et retourna avec la pointe d'une épingle, qu'il prit à son revers de manche, mais ne put identifier l'objet. Là-dessus, je lui fis signe de poser sa main à terre, je pris la bourse et vidai dans sa paume tout mon or. Il y avait 6 pièces espagnoles de 4 sequins, sans compter 20 ou 30 autres pièces. Je le vis mouiller de la langue son petit doigt, pour prendre une des plus grosses, puis une autre, mais il paraissait ignorer totalement ce que c'était. Il me fit signe de les remettre dans la bourse, et la bourse dans ma poche, ce que je me décidai à faire après avoir offert le tout plusieurs fois sans succès. Maintenant, le fermier était convaincu d'avoir affaire à une créature douée de raison. Il m'adressa plusieurs fois la parole, mais le bruit de sa voix me cassait les oreilles comme celui d'un moulin à eau, et pourtant son langage était bien articulé. Je lui répondis en plusieurs langues, criant de toutes mes forces tandis qu'il approchait son oreille souvent à moins d'une toise de moi. Mais tout fut vain. Nous ne pouvions absolument pas nous comprendre. Il renvoya alors ses gens à leur travail, et, tirant de sa poche un mouchoir, il le plia, puis l'étala sur sa main gauche qu'il posa ouverte sur le sol, me faisant signe d'y monter, ce que je pouvais faire sans difficulté, car elle n'avait pas plus d'un pied d'épaisseur. J'estimai que c'était mon rôle d'obéir, et, de peur de tomber, je m'étendis de tout mon long sur le mouchoir, qu'il replia sur moi pour plus de sécurité, et c'est ainsi qu'il m'emporta jusque chez lui. Il appela alors sa femme, et voulut me montrer à elle, mais elle se sauva en poussant des cris comme une Anglaise devant un crapaud ou une araignée. Au bout d'un moment, pourtant, quand elle eut observé ma conduite, et la manière dont j'obéissais aux signes que me faisait son mari, elle commença à changer d'attitude. Elle en vint même, par la suite, à m'aimer tendrement. Il était environ midi,
et un domestique vint servir le dîner. Celui-ci consistait en un unique, mais copieux plat de viande, digne de la table d'un bon campagnard, servi dans un récipient de 24 pieds de diamètre. Le fermier, sa femme, 3 enfants et une vieille grand-mère formaient toute la compagnie. Lorsqu'ils se furent tous assis, le fermier me posa devant lui sur la table, qui était à 30 pieds du sol. J'avais grand-peur et me tenais loin du bord de crainte de tomber. La fermière coupa un petit morceau de viande et émietta un peu de pain sur la planche à découper, qu'elle plaça devant moi. Je la saluai très bas, tirai de ma poche mon couteau et ma fourchette, et me mis à manger, ce qui les réjouit tous au plus haut point. La maîtresse envoya sa servante chercher un petit verre à liqueur, qui contenait bien 2 gallons, et le remplit de boisson. Je le soulevai des 2 mains non sans mal, et bus respectueusement à la santé de madame, prononçant les mots anglais du plus fort que je pus. Et tous les convives s'esclaffèrent si bruyamment que je crus devenir sourd. Cette boisson ressemblait à du petit cidre, et n'était pas désagréable. Puis le maître me fit signe de venir auprès de son écuelle. J'étais depuis le matin dans un état de complet ahurissement que le lecteur indulgent comprendra et excusera sans peine. Il arriva donc qu'en traversant la table, je trébuchai sur une miette de pain et tombai de tout mon long, sans d'ailleurs me faire grand mal. Je me relevai aussitôt, et remarquant que ces braves gens paraissaient fort affectés par ma chute, je pris mon chapeau, que je tenais sous le bras par civilité, et l'agitai au-dessus de ma tête en poussant 3 hurrahs pour leur montrer que je n'étais pas blessé. Mais tandis que je m'approchais de mon maître, c'est ainsi que j'appellerai dorénavant le fermier, le plus jeune de ses fils, un diablotin d'une dizaine d'années, m'attrapa par les jambes et me souleva si haut dans les airs que je tremblai de tout mon corps. Son père m'arracha de ses mains et lui donna sur l'oreille gauche une gifle qui eût terrassé tout un bataillon de cavaliers européens, lui enjoignant de quitter aussitôt la table. Quant à moi, je craignais que le garçon ne m'en gardât rancune, et me souvenant de la cruauté qu'ont naturellement les enfants de chez nous envers les moineaux, les lapins, les petits chats ou les bébés chiens, je me mis à genoux et je montrai l'enfant du doigt pour faire comprendre à mon maître, du mieux que je pouvais, que j'implorais son pardon. Le père céda, le gamin se rassit, et j'allai vers lui pour lui baiser la main que son père prit dans la sienne pour lui apprendre à me caresser avec douceur. Au milieu du repas, le chat favori de ma maîtresse sauta sur ses genoux. J'entendis derrière moi un vacarme comparable à celui de 12 métiers à bas fonctionnant en même temps. Tournant la tête, je compris que c'était le ronronnement de l'animal. Celui-ci me parut 3 fois plus gros qu'un bœuf, à en juger par sa tête et par une de ses pattes que je pouvais voir, tandis que sa maîtresse lui donnait à manger en le caressant. La férocité de son regard me terrifia, bien que je fusse à l'autre bout de la table, à plus de 50 pieds de lui. D'ailleurs, ma maîtresse le tenait fermement, de peur qu'il ne sautât sur moi pour me prendre dans ses griffes. Mais en fin de compte, il n'y avait aucun danger. Le chat ne me prêta pas la moindre attention, quand mon maître me posa à 3 yards de lui. Comme on me l'avait toujours dit, et comme je l'avais moi-même vérifié par l'expérience au cours de mes voyages, fuir ou manifester sa crainte devant une bête féroce est le plus sûr moyen de se faire attaquer ou poursuivre par elle. C'est pourquoi je résolus, en cette conjoncture dangereuse, de ne trahir aucune inquiétude. Je passai et repassai avec intrépidité 5 ou 6 fois de suite sous le nez même du chat. Finalement, je m'approchai tout près, à moins d'un demi-yard de lui, et c'est lui qui recula comme s'il était plus effrayé que moi-même. J'eus moins peur avec les chiens. Il y en avait bien 3 ou 4 dans la salle, comme c'est courant à la campagne. Parmi eux se trouvait un dogue qui était gros comme 4 éléphants, et un lévrier plus long mais moins volumineux que le dogue. Vers la fin du repas, on vit entrer la nourrice, portant dans ses bras un enfant d'1 an. Celui-ci me repéra tout de suite, et poussa un hurlement que l'on aurait pu entendre à Chelsea s'il était venu du pont de Londres, et qui, dans la rhétorique des nourrissons, signifiait qu'il me voulait pour jouer. La mère eut la faiblesse de me tendre au bébé, qui me saisit aussitôt par le milieu du corps et me fourra la tête dans sa bouche, mais je poussai à mon tour un tel rugissement que l'enfant prit peur et me jeta. Je me serais immanquablement rompu le col si la mère n'avait étendu son tablier au-dessous de moi. La nourrice, pour calmer son poupon, agita un hochet, sorte de récipient creux empli d'énormes pierres et attaché à la taille de l'enfant par un câble. Elle n'eut pas de succès et se trouva réduite à appliquer l'ultime remède, c'est-à-dire lui donner à téter. Je dois avouer que jamais rien ne m'inspira un tel dégoût que la vue de ce sein monstrueux.
Je ne trouve aucun élément de comparaison pour donner au lecteur curieux une idée de ses dimensions, de sa forme et de sa couleur. Il faisait une protubérance grosse de 6 pieds et devait avoir au moins 16 pieds de tour. Le volume du téton était la moitié de ma tête. Sa surface et celle de l'aréole étaient constellées d'une quantité de boutons, de crevasses et d'excroissances qui en faisaient la chose la plus répugnante du monde. Or, j'étais bien placé pour tout voir du haut de la table où je me trouvais, puisque la femme s'était assise pour donner sa tétée plus à l'aise. Ceci me fit méditer sur les jolies peaux de nos dames anglaises, dont toute la beauté vient de ce qu'elles sont à notre échelle, et que leurs défauts ne peuvent être perçus qu'à travers des verres grossissants. L'expérience prouve alors que le teint le plus lisse et le plus blanc apparaît grossier, rugueux et d'une vilaine couleur. Je me rappelle que lorsque j'étais à Lilliput, le teint de ces êtres minuscules me semblait le plus beau du monde, et comme j'en parlais un jour avec un savant de ce pays, qui était un de mes amis intimes, il me dit que mon visage lui semblait beaucoup plus beau et plus lisse lorsqu'il me regardait depuis le sol que lorsque je le prenais dans ma main pour l'en approcher. Il m'avoua même avoir été, la première fois, horriblement impressionné par le spectacle. Il me dit qu'il pouvait discerner dans ma peau de grands trous, que les poils de ma barbe étaient 10 fois plus forts que les soies d'un sanglier, et mon teint fait d'une juxtaposition fort déplaisante de différentes couleurs. Pourtant, le lecteur me permettra de dire à ma décharge que je suis aussi blond et rose que tout individu de mon sexe et de ma nation, et que mon hâle est très faible malgré tous mes voyages. D'autre part, quand nous parlions des dames de la cour impériale, il lui arrivait souvent de dire que l'une avait des taches de rousseur, l'autre la bouche trop grande, et la troisième le nez trop fort. Toutes choses qui m'échappaient entièrement. Je reconnais que ces remarques n'ont rien d'original, mais j'ai tenu à les faire pour ne pas donner à penser au lecteur que ces créatures gigantesques étaient réellement monstrueuses. Je dois dire au contraire, en toute justice, qu'elles constituaient une très belle race, et qu'en particulier les traits de mon maître, qui était un simple paysan, me paraissaient, quand je les contemplais à 60 pieds de distance, tout à fait harmonieux. Après le dîner, mon maître s'en alla rejoindre ses gens, et à en juger par ses gestes et par sa voix, il enjoignit à sa femme de prendre bien soin de moi. J'étais lasse et j'avais grand sommeil. Ma maîtresse s'en aperçut et m'installa sur son propre lit, me couvrant d'un mouchoir blanc et propre, mais plus grand et plus rêche que la grand voile d'un vaisseau de guerre. Je dormis pendant 2 heures, et me vis en rêve chez moi près de ma femme et de mes enfants, ce qui augmenta mon affliction quand je m'éveillai et me trouvai seul dans une pièce immense, longue de 2 à 300 pieds et haute de 200, couchée sur un lit large de 20 yards. Ma maîtresse était partie vaquer aux soins de sa maison et m'avait enfermé dans la chambre. Le lit était à 8 pieds du sol. Certaines nécessités naturelles me pressaient de descendre, mais je n'osais pas appeler. D'ailleurs, j'eusse appelé en vain, avec une voix comme la mienne, vu l'immense distance qui séparait la chambre où je me trouvais de la cuisine où se tenait la famille. Sur ces entrefaites, 2 rats grimpèrent au rideau de l'alcôve et se mirent à parcourir tout le lit en flairant. L'un d'eux m'arriva presque sur le visage. Je sautai sur mes pieds et tirai mon sabre pour me défendre. Ces horribles bêtes eurent l'insolence de m'attaquer des 2 côtés à la fois, et l'une d'elles me mit les pattes sur les épaules, mais j'eus la bonne fortune de l'éventrer avant qu'elle eût pu me faire du mal. Elle tomba à mes pieds, et l'autre, voyant le sort de son compagnon, rompit le combat, non sans recevoir dans le dos une fameuse entaille qui la fit s'enfuir en ruisselant de sang. Après cet exploit, je marchai lentement de long en large sur le lit pour reprendre mon souffle et mes esprits. Ces animaux étaient de la taille de gros bulldogs, mais beaucoup plus agiles et plus féroces, de sorte que, si j'avais retiré mon sabre pour dormir, j'étais à coup sûr mis en pièces et dévoré. Je mesurai la queue du rat mort, et lui trouvai 2 pieds de longueur, moins un pouce. Mais j'étais trop dégoûté pour tirer le corps hors du lit, où il saignait toujours. Je vis qu'il donnait encore quelques signes de vie, et l'achevai en lui tranchant proprement la gorge. Peu après, ma maîtresse entra dans la chambre, et me voyant tout ensanglanté, elle accourut pour me prendre dans sa main. Je lui montrai le cadavre du rat, en souriant, et en faisant voir que je n'étais pas blessé, sur quoi elle se réjouit fort et appela la servante pour faire enlever le rat mort avec des pincettes et le jeter par la fenêtre. Puis elle me posa sur une table, où je lui montrai mon sabre tout sanglant, avant de l'essuyer sur le revers de mon habit et de le remettre au fourreau. J'étais pressé de faire certaines chosettes que nul autre ne pouvait faire à ma place, et j'essayai donc de faire comprendre à ma maîtresse qu'elle me posa par terre,
ce qu'elle fit. Ma modestie ne me permettant pas de m'expliquer davantage, je lui montrai la porte en saluant à plusieurs reprises. La bonne femme, non sans quelque peine, finit par deviner mon désir. Elle me reprit dans sa main et me fit descendre au jardin où elle me déposa à terre. Je m'éloignai de quelques 200 yards et, en lui faisant signe de ne pas me suivre et de ne pas me regarder, je me cachai entre deux feuilles d'oseille pour m'acquitter de ses obligations naturelles. J'espère que l'aimable lecteur voudra bien m'excuser si je m'arrête à ces détails et à bien d'autres semblables. Ceux-ci, en effet, pour insignifiants qu'ils puissent paraître aux esprits vils et terre-à-terre, n'en aideront pas moins le philosophe à élargir le champ de ses pensées et de son imagination, en les mettant à la recherche de plus de bien-être social et de bonheur privé pour l'homme. Je n'avais d'ailleurs pas d'autre intention quand je publiais ce récit de mes différents voyages, et je m'étais attaché avant tout à dire la vérité, sans prétendre autrement à la science ni à la beauté du style. Mais toutes ces péripéties vécues avaient fait sur mon esprit une impression si vive, et s'étaient gravées si profondément dans ma mémoire, qu'au moment de les transcrire sur le papier, je n'ai pas laissé se perdre un seul détail matériel. Plus tard, en relisant ma première esquisse, j'ai rayé plusieurs passages de moindre intérêt pour éviter le reproche d'être ennuyeux et de perdre de vue l'essentiel, auquel les auteurs de voyages prêtent souvent le flanc. Et c'est la fin du chapitre 1. Hop. Chapitre 1 donc, dont le résumé est le suivant. Description d'une grande tempête. La chaloupe va à terre pour faire de l'eau. L'auteur s'y rend aussi afin d'explorer le pays. Laissé sur le rivage, il est capturé par un indigène et transporté dans une ferme. Comment il y est reçu et quelles aventures lui arrivent. Description des habitants. Hop. Nous marquons une courte pause, les amis. Je suis mitigé. Je suis mitigeax max. Parce que pour le coup, même s'il essaie de plaider un peu le contraire en cette fin de chapitre 1, je trouve que c'est assez très même, ouais, assez très beaucoup souvent, un peu, bref. Je trouve que c'est quand même un chouïa répétitif du coup. Un peu réminiscent du voyage à Lilliput. Il se trouve dans la situation dans laquelle les Lilliputiens se sont trouvés en sa présence. Ça peut avoir un côté intéressant. Mais le fait que les épisodes rapportés se ressemblent autant, que à nouveau ils nous fassent le descriptif de j'avais des besoins naturels, donc vraiment le pipi caca de base, entre guillemets. J'avais des besoins naturels à... Comment on dit déjà? À régler, quoi, bref, je trouve plus le mot dédié. Et puis, enfin, ouais, je trouve que dans la description des géants, etc., quelque part, il y a l'exacte similarité de la description de la taille des Lilliputiens par rapport à lui et inversement. À satisfaire, merci, merci. Donc du coup, voilà, franchement, je suis un peu mitigeax pour le moment sur ce début de deuxième partie. Alors pour le moment, on n'a pas lu grand-chose. Peut-être qu'il y aura d'autres choses plus intéressantes. Mais c'est vrai que, bon, je suis un peu sur ma faim là. Je me dis, ah mince, c'est dommage. Et en plus, il a évité des choses dans la première partie qu'il n'évite pas dans la deuxième partie. À savoir 3 ou 4 pages non, peut-être pas autant, mais ça m'a paru long, de détails techniques de navigation. Et vraiment, ça m'a un peu plombé dès le début de la partie, dès le début du chapitre, quoi. Les deux trois pages en mode on a mis le mât de misaine et puis on a fait cap nord-est, sud-est, machin. Hein. J'étais en mode oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin, ouais. Donc, bon, pour le moment, je suis pas emballé par ce début. Je suis un peu déçu, honnêtement. Je suis un peu déçu. J'ai envie de voir la suite quand même, mais
Je sais pas trop quoi penser pour le moment. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant limite, en termes de réflexion, on va dire, c'est le détail de, bah, quelque part, de dire que tout est question de perspective et de lier ça à notre perception de la beauté. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Heu, D'autant que quelque part, c'est une réflexion que je me suis fait assez régulièrement moi-même. Hem, je sais pas, admettons, que j'ai un bouton et que je me regarde dans le miroir et que du coup, je fais vraiment un «focus» entre guillemets sur le bouton et que je suis vraiment à regarder dans le détail de mon bouton ou quoi que ce soit. Ou je sais pas, admettons, ce qui m'est arrivé pas mal dans ma vie, bref, admettons j'ai des problèmes, dentaires, je sais pas moi, une carie par exemple et que du coup tu essaies de regarder dans un miroir grossissant ou quoi que ce soit, bref et bah, franchement, je me suis souvent fait la remarque de: «Le corps humain est pas très joli». Enfin ouais, je sais pas, il y a quelque chose de pas ragoûtant à voir dans le détail comme ça. Donc du coup, je trouve que c'est une réflexion, intéressante. L'idée de, on est plus beau de loin, le truc qui est souvent dit un peu méchamment, «Tu beau de loin». Bah, je trouve qu'il y a un peu de vrai, il y a un peu de vrai. On est plus beau de loin que de proche. Hem, Après, on peut aussi rationaliser et se dire: «Bah, c'est tout, on est comme ça, hein». Est-ce qu'il y a en fait, c'est ça. Ah! Ah ouais. Est-ce q À quel point il y a une part sociale dans ça? Ou sociétale? Dans le jugement de, je sais pas moi, d'un bouton, d'un poil, d'un que sais-je? Il y a forcément une part, sociale et cetera, évidemment. À quel point, je ne sais pas. Je suis très beau pour les cinquantenaires un peu pompettes. Ah! On attire chacun son public. Mais, ouais, non, en vrai, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Après, c'est sûr que, personnellement, par exemple, je sais que j'ai souvent dit je sais pas si on a le droit de dire ça. Je suis en train de réfléchir à si je peux discuter de ça sur Twitch ou si c'est pas ouf. Hem, bon, bref. Je veux juste dire que il y a certaines parties de l'anatomie qui, globalement, je trouve qu'elles sont pas belles, quoi. Enfin, je sais pas. Alors après, il y a peut-être un bagage, social, je trouve plus le mot, il y a un mot dédié à ça, mais bref. Il y a peut-être un bagage social, voilà, une vision déformée, par la société, ce que vous voulez. Mais il y a des parties, du corps que je trouve pas forcément très belles, hem et qui, tout en étant pas très belles, peuvent quand même, par exemple, être excitants. Donc là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Hem, donc en fait, je trouve que il y a beaucoup de choses à dire quelque part sur le rapport au corps, sur le rapport à la beauté et cetera et à la perception. C'est vraiment pas aussi binaire que une chose est belle ou une chose est moche, quoi. Il y a vraiment, tout un contexte en quelque sorte. Alors, le dépassement de la norme joue beaucoup et la mode joue aussi sur ces dépassements, je crois. Intéressant, intéressant. Étant donné que les canons de beauté changent selon l'époque, oui, la beauté est fonction de la société. Bah oui, voilà, clairement. Par exemple, il y a une période où les femmes fortes c'était vu comme être en bonne santé, et du coup c'était plutôt valorisé. Alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de grossophobie, par exemple. Donc oui, clairement, les canons de beauté changent et cetera, évoluent constamment. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Je trouve ça tout ça en fait, je trouve ça très intéressant, du coup, les réflexions sur la perception et sur la perception de la beauté, hem, qui est mis en évidence, du coup, par, Jonathan Swift dans son texte. À la fois, je trouve ça intéressant et à la fois, j'ai un peu de mal à me bah, c'est pas qu'il y ait besoin de se positionner non plus, vous me direz, mais j'ai un peu de mal à ouais, à me figurer le truc.
Parce que pour moi, ça me semble tellement évident en un sens. Comment dire? J'essaie de vous donner le fond de ma pensée. Hem, pour moi, c'est tellement évident que les choses ne sont pas belles ou pas belles, que les choses sont plus complexes et que en fait, c'est de l'affect. Hem et que des choses, jugées, belles par la majorité peuvent être jugées belles par d'autres. Heu, enfin, pas belles par d'autres et inversement. Je sais pas, pour moi, c'est tellement ancré en fait, entre guillemets «dans mon éducation» que c'est subjectif, que du coup, à la fois je trouve ça intéressant et à la fois, je me dis, comment? J'ai un peu une, incompréhension, j'imagine, à me demander pourquoi ça a l'air d'être en fait, c'est ça. J'ai l'impression que ça a l'air d'être encore ultra important, alors que personnellement, le physique, j'en ai plus ou moins rien à foutre. Voilà, je sais pas. Je sais que par exemple, personnellement, l'image que je renvoie, le look que j'ai, j'en ai vraiment pas. Enfin, ouais. C'est un truc qui m'a jamais trop travaillé. Et je sais que j'ai beaucoup de chance là-dessus pour le coup. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai pas de complexe physique. J'ai toujours été plutôt bien dans ma peau et à l'aise avec mon corps et ainsi de suite. Et ouais, je me dis: «Putain», depuis longtemps, je me dis: «Putain, j'ai une chance phénoménale de vraiment en avoir rien à foutre, quoi». Enfin, ouais. Par contre, il fait 30 degrés. Je me demandais si j'allais avoir chaud et je commence à avoir pas mal chaud là. Hem, perso, avec mon autisme, je rejoins rarement les goûts des autres. Ma perception est très tranchée souvent. Ah, intéressant, intéressant. Hem, écoutez, en vrai, en fait, comment dire? Pour moi, il y a presque pas matière à discuter. Je sais pas comment dire. Sur ces sujets-là, c'est trop bizarre ce que je vais dire peut-être, mais pour moi, il y a presque pas matière à discuter parce que je trouve que c'est tellement subjectif en fait. Enfin ouais. Je trouve que c'est tellement subjectif que ça se discute pas très rationnellement, quoi. Enfin bon, c'est un peu pareil avec les méthodes de pensée. Mmh. Ouais, je comprends. Enfin bref, pour le moment, ce deuxième voyage ne me dit rien qui vaille. Est-ce qu'il aurait pas valu mieux, rester, en Angleterre? Pour le moment, ce voyage ne me dit rien, mais laissons le bénéfice du doute. Peut-être que ça va évoluer vers quelque chose de plus intéressant et je vous propose le chapitre 2 que je vais enchaîner avec le chapitre 3 parce que le chapitre 2 est court et ça sera sûrement la fin pour aujourd'hui parce que ça va représenter 20 pages en tout, ce qui risque de faire un peu long déjà. J'essaie de me focus, de me concentrer, de me mettre bien parce que j'ai l'impression quand même bon après c'est quelque chose que je dis souvent et j'ai un problème avec ça, avec, avec la satisfaction. J'ai un problème à être satisfait de ce que je fais. Mais j'ai l'impression là sur le chapitre 1 que j'ai pas très bien lu. Donc j'essaie de me focus pour faire mieux sur le chapitre 2 et 3. Un bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la fin du live. Chapitre 2. Ma maîtresse avait une fille de 9 ans, très intelligente pour son âge, excellente couturière et faisant elle-même les habits de ses poupées. Sa mère et elle eurent l'idée de garnir un berceau de poupées pour m'y faire passer la nuit. Elles le placèrent dans le petit tiroir d'une commode et mirent le tiroir sur une fromagère à l'abri des draps. Ce fut là mon lit pendant tout le temps que je passais dans cette famille. Il reçut quelques améliorations dans la suite, à mesure que je faisais assez de progrès dans leur langue pour faire connaître mes besoins. Cet enfant était si adroite de ses doigts qu'après m'avoir vu une ou deux fois me déshabiller, elle fut capable de me mettre et de m'ôter mes vêtements. Pourtant, jamais je ne lui donnai cette peine quand elle voulait bien me laisser faire seule. Elle me fit 7 chemises et d'autres vêtements, du tissu le plus fin qu'elle put trouver, et qui, à dire vrai, était encore plus grossier que de la toile à voile, et elle faisait elle-même ma lessive.
Elle se fit aussi mon professeur et m'enseigna l'idiome du pays. Quand je lui montrais du doigt un objet, elle m'en disait le nom en sa langue, si bien qu'en quelques jours, je pus demander tout ce que je désirais. Elle avait très bon cœur, et elle était petite pour son âge, puisqu'elle ne dépassait pas 40 pieds. Elle me donna le nom de Grilde Rig, qu'adopta aussitôt toute sa famille, et par la suite tout leur royaume. Ce mot a le même sens que le latin nanunculus, l'italien seletino et l'anglais mannequin. Si je suis revenu vivant de ce pays, c'est à elle que je le dois. Nous ne nous sommes pas quittés une seule fois pendant tout mon séjour là-bas. Je la nommai Glumdalclitch, c'est-à-dire petite nounou, et je me rendrais coupable d'une grande ingratitude si j'omettais de rappeler ici les soins dont elle m'entoura et l'affection qu'elle me portait. De tout cœur, je voudrais pouvoir un jour lui prouver ma reconnaissance, comme elle le mérite, au lieu d'avoir été la cause involontaire de sa disgrâce, comme j'ai malheureusement tout lieu de le craindre. Le bruit commença bientôt à se répandre dans le voisinage que mon maître avait trouvé dans les champs un animal étrange, à peu près de la taille d'un splacnuc, mais qui ressemblait en tout point à un homme, et en savait reproduire tous les gestes, qui semblait parler un petit langage de sa façon, et avait déjà appris plusieurs moduleurs, qui marchait debout sur ses deux jambes, était doux et docile, venait quand on l'appelait, et faisait tout ce qu'on lui disait de faire, qui avait les membres les plus délicats du monde et le teint plus clair que celui d'une petite patricienne de 3 ans. Un fermier voisin, ami intime de mon maître, lui rendit visite tout spécialement pour s'enquérir du bien fondé de cette histoire. Aussitôt on m'apporta. On me mit sur la table, où je marchai à leur commandement. Je tirai mon sabre, le remis au fourreau, saluai l'hôte de mon maître, m'enquis de sa santé en sa langue, et lui souhaitai la bienvenue, de la façon que m'avait enseignée ma petite gouvernante. Cet homme, qui était âgé et avait la vue faible, mit ses lunettes pour mieux m'examiner, et je ne pus m'empêcher de rire aux éclats, car ses yeux m'apparurent énormes, comme une paire de pleines lunes brillantes en même temps aux 2 fenêtres d'une chambre. Nos gens devinèrent la cause de mon hilarité, et la partagèrent de bon cœur, mais le vieil homme fut assez sot pour en prendre ombrage. Il avait une réputation d'avarice, que pour mon malheur il ne méritait que trop bien, car c'est lui qui donna à mon maître le maudit conseil de m'exhiber le jour du marché à la ville voisine. Celle-ci était à une demi-heure de cheval de la maison, soit à 22 miles environ. Je devinai qu'il se tramait quelque chose, quand je vis mon maître et son ami chuchoter longuement ensemble, me montrant parfois du doigt, et mes craintes étaient si fortes qu'il me sembla comprendre certaines de leurs paroles. Mais le lendemain matin, ma petite amie Klumdalclitch m'expliqua toute l'histoire, qu'elle avait adroitement soutirée à sa mère. La pauvre enfant me prit sur son cœur et se mit à pleurer de honte et de chagrin. Elle craignait qu'il ne m'arrivât malheur, que je ne périsse écrasé, ou que je n'eusse un membre brisé entre les mains maladroites de ces vilains rustres. Elle avait senti que j'étais d'un naturel fort réservé et délicat en ce qui touchait mon honneur. Ce serait donc pour moi une cuisante humiliation que d'être montré en spectacle pour de l'argent aux foules les plus vulgaires. Son papa et sa maman lui avaient promis que Grildgrig serait à elle, mais elle comprenait bien maintenant qu'il voulait la tromper. Déjà l'année d'avant, ils avaient fait semblant de lui donner un agneau, puis dès qu'il fut devenu gras, ils l'avaient vendu au boucher. Quant à moi, je puis dire sincèrement que je fus moins affecté que ma petite gouvernante. Je gardai fermement l'espoir, qui ne me quitta jamais, de retrouver un jour ma liberté. Quant au déshonneur qu'il y avait à être montré ici et là comme un monstre, je me disais que j'étais totalement étrangère à ce pays et que jamais cette mésaventure ne pourrait m'être reprochée à mon retour dans ma patrie, car le roi d'Angleterre lui-même, à ma place, eût subi pareille avanie. Au premier jour de marché, mon maître, suivant le conseil de son ami, m'emporta dans une boîte à la ville voisine, emmenant aussi sa petite fille en croupe derrière lui. La boîte était fermée de toutes parts, sauf une petite porte par où je pouvais sortir, et quelques trous faits à la vrille pour me donner de l'air. Glumdalclitch avait eu soin d'y mettre le matelas de sa poupée, pour m'étendre à l'aise, et pourtant ce voyage, qui ne dura qu'une demi-heure, me laissa complètement rompu et moulu, car le cheval faisait des foulées de 40 pieds chacune, et l'amplitude de son trot était telle
que j'étais ballotté autant qu'un navire pris dans un ouragan, mais à une cadence bien plus rapide. La distance était un peu plus longue que de Londres à Saint-Alban. Mon maître descendit à l'auberge où il avait coutume de se rendre, et après quelques conciliabules avec l'aubergiste et divers préparatifs, il engagea le Grultrude, ou crieur public, pour annoncer par toute la ville qu'on pourrait voir à l'Aigle Vert un étrange animal, pas plus gros qu'un splaknuk, une petite tête de ce pays très jolie à voir et longue de 6 pieds, dont la forme rappelait tout à fait celle d'un homme, qui savait dire quelques mots et faire 100 tours, fort divertissant. On me mit sur une table dans la grande salle de l'auberge, qui devait bien avoir 300 pieds carrés, et ma petite maîtresse s'installa sur un tabouret bas, tout près de la table, pour s'occuper de moi et m'indiquer ce que j'avais à faire. Mon maître, pour éviter une trop grande presse, ne laissa entrer que 30 personnes à la fois pour me voir. J'allais et je venais sur la table comme l'ordonnait l'enfant. Elle me posait le genre de questions qu'elle me savait capable de comprendre, et j'y répondais en donnant le plus de voix possible. Je me tournai plusieurs fois vers l'assemblée pour saluer, souhaiter la bienvenue et dire quelques phrases que j'avais apprises. Je soulevais un dé empli de boissons que Glumdalclitch m'avait donné comme timbale, et je buvais à leur santé. Je tirais mon sabre et faisais des moulinets à la façon des maîtres d'armes anglais. Puis on me donnait un brin de paille avec lequel je faisais l'exercice, comme avec une pique, car j'avais appris cet art dans ma jeunesse. Ce jour-là, on fit 12 séances, et il me fallut recommencer autant de fois les mêmes simagrées, jusqu'à ce que je fusse à demi-mort de fatigue et de dépit. Car ceux qui m'avaient vu disaient de moi tant de merveilles que la foule menaçait d'enfoncer la porte pour entrer. Mon maître, dans son propre intérêt, ne permettait à personne, sauf à ma petite maîtresse, de me toucher et, pour éviter tout danger, on avait disposé tout autour de la table une barrière faite de bancs qui m'isolait des spectateurs. Cependant, un maudit garnement me lança à la tête une noisette qui me manqua de fort peu. Elle arrivait avec une telle violence que si elle m'avait atteint, elle m'eût sans aucun doute fracassé le crâne, car elle avait la taille d'une petite citrouille. Mais j'eus la satisfaction de voir le jeune drôle expulsé de la salle avec force Orion. Mon maître fit afficher qu'il me montrerait de nouveau au prochain marché, et entre-temps il me fit préparer un moyen de locomotion plus confortable. Non sans bonne raison, car j'étais si fatigué par le voyage et les 8 heures de spectacle que je pouvais à peine me tenir sur mes jambes ou dire un mot. Il me fallut au moins 3 jours pour me remettre. D'ailleurs, comme pour m'empêcher de reprendre des forces, on vit arriver chez mon maître tous les gentilshommes du voisinage attirés par ma renommée. Il n'en vint pas moins d'une trentaine, avec femmes et enfants, car ce pays est très peuplé, et mon maître demandait, chaque fois qu'il me montrait dans sa maison, l'équivalent d'une recette complète, même quand une seule famille en profitait. Si bien que pendant quelque temps, et même sans être porté à la ville, je n'avais jamais un jour de repos, sauf le mercredi qui est leur jour de sabbat. Ayant calculé que je pouvais lui être de grand profit, mon maître résolut de m'emporter dans les plus grandes villes du royaume. Il fit donc tous les préparatifs nécessaires à un long voyage, régla ses affaires domestiques et prit congé de sa femme. Sur quoi, le 17 août 1703, 3 mois environ après mon arrivée, nous nous mîmes en route vers la capitale, située au centre de cet empire, à quelques 1500 lieues de notre demeure. Mon maître avait mis Glumdalclitch en croupe derrière lui, et elle me portait sur ses genoux, dans une boîte attachée à sa ceinture. La petite fille l'avait doublée en dedans du drap le plus fin qu'elle eût pu trouver, et l'avait bien matelassé. Elle y avait installé son lit de poupée, mon linge, et d'autres objets indispensables, tâchant de me donner le plus de confort possible. Nous avions pour toute escorte un valet qui suivait à cheval avec les bagages. Le dessein de mon maître était de m'exhiber dans toutes les villes que nous traversions, et de faire les crochets nécessaires chaque fois qu'il se trouverait, à moins de 50 lieues, un village ou un château, où l'on pouvait compter sur un public intéressant. Nous faisions de petites étapes, pas plus de 80 ou 100 lieues par jour, car Glumdalclitch faisait exprès, pour m'épargner de la fatigue, de se plaindre elle-même du trot du cheval. Souvent, à ma demande, elle me faisait sortir de ma boîte pour me faire prendre l'air et voir le paysage, mais elle me tenait toujours attaché au bout d'une laisse. Nous traversâmes 5 ou 6 fleuves bien plus larges et profonds que le Nil ou le Gange, et il n'était si petit ruisseau qui ne valut la Tamise au pont de Londres.
Notre voyage dura 6 semaines, pardon, notre voyage dura 10 semaines, et je fus montré dans 18 grandes villes, sans compter les villages et les châteaux. Le 26 octobre, nous arrivâmes à la capitale, appelée dans leur langue l'Orbrulgrud, c'est-à-dire l'orgueil de l'univers. Mon maître prit un logement dans la plus grande rue de la ville, non loin du palais royal, et fit poser, comme à l'accoutumée, des affiches donnant une description exacte de ma personne et de mes talents. Il loua une grande salle qui devait avoir entre 300 et 400 pieds de long, y installa une table de 60 pieds de diamètre, sur laquelle je devais donner mon numéro. Il la fit garnir à 3 pieds du bord d'une balustrade de 3 pieds également de haut, qui devait m'empêcher de tomber. On m'exhibait 10 fois par jour au grand étonnement et à la plus grande joie du public. J'en étais arrivé à parler correctement leur langue, et je comprenais parfaitement tout ce qu'on me disait. En outre, j'avais appris leur alphabet, et je savais déchiffrer une phrase ou deux tant bien que mal. Glumdalclitch m'avait donné des leçons à la maison, puis aux heures de loisirs pendant le voyage. Elle avait un petit livre de poche, à peine plus grand que l'Atlas de Samson. C'était un précis à l'usage des jeunes filles, exposant brièvement la doctrine religieuse de leur nation. C'est dans ce livre qu'elle m'enseigna mes lettres, tout en m'expliquant le sens des mots. Chapitre 3. Ces rudes épreuves auxquelles j'étais soumis quotidiennement firent qu'en quelques semaines ma santé s'altéra. Plus mon maître gagnait d'argent, plus il se montrait insatiable. Je perdis tout à fait l'appétit, et devins d'une maigreur squelettique. Le fermier s'en aperçut, conclut que j'allais bientôt mourir, et résolut de tirer de moi le meilleur parti possible. Tandis qu'il faisait ses calculs et prenait ses décisions, un slardral, c'est-à-dire un huissier d'armes, vint de la cour pour ordonner à mon maître de m'apporter sur l'heure, afin de divertir la reine et ses dames d'honneur. Certaines d'entre elles étaient déjà venues me voir, et avaient fait les récits les plus étonnants sur ma beauté, mon maintien et mon esprit. Sa Majesté et les gens de sa suite se montrèrent enchantés à l'extrême de mes manières. Je tombai à genoux, demandant d'avoir l'honneur de baiser son pied royal. Mais cette gracieuse princesse leva vers moi son petit doigt, car on m'avait mis sur une table. Je le pris entre mes deux bras et emportai le bout à mes lèvres d'un geste plein de profond respect. Elle me posa quelques questions générales sur mon pays et mes voyages, auxquelles je répondis aussi distinctement et brièvement que je pus. Elle me demanda s'il me plairait de vivre à la cour. Je m'inclinai presque jusqu'à toucher la table et répondis humblement que j'étais l'esclave de mon maître, mais que, si j'étais libre de disposer de moi, c'est avec fierté que je consacrerais ma vie au service de Sa Majesté. Elle demanda alors à mon maître s'il consentirait à me vendre pour un bon prix. Lui, qui m'accordait à peine un mois de vie, était tout disposé à se défaire de moi, et il demanda 1000 pièces d'or qu'on lui fit compter sur le champ. Chacune était bien grosse comme 800 mois d'or. Si l'on tient compte à la fois du rapport des masses entre les objets d'Europe et ceux de Brobdingnag, et du taux élevé de l'or dans ce pays, cette somme correspond en valeur à un peu moins de 1000 guinées anglaises. Je dis alors à la reine que puisque je me trouvais maintenant le vassal et la très humble créature de Sa Majesté, je devais implorer une faveur. Voudrait-elle bien engager aussi à son service Glumdalclitch, qui avait toujours pris soin de moi avec tant d'attention et de tendresse, et qui s'y entendait si bien. J'aimerais tant la garder comme gouvernante et éducatrice. Sa Majesté accéda à ma demande, et obtint aisément le consentement du campagnard, trop heureux de voir sa fille admise à la cour. La pauvre enfant elle-même ne put cacher sa joie. Mon ancien maître se retira, me fit ses adieux en disant qu'il m'avait laissé en de fort bonnes mains, ce à quoi je ne répondis pas un mot, mais je lui fis seulement un petit signe de tête. La reine remarqua ma froideur et, quand le fermier fut parti, m'en demanda la cause. J'eus la hardiesse de déclarer à Sa Majesté que je n'avais envers mon ancien maître aucune reconnaissance, sauf de ne pas avoir fracassé le crâne d'une pauvre créature sans défense, trouvée dans son champ par hasard, mais que je lui avais payé largement ce bienfait, grâce au gain que je lui avais fait faire quand il me montrait en spectacle à travers la moitié du royaume, et à la somme qu'il venait de recevoir en me vendant. La vie qu'il m'avait fait mener, depuis, était assez dure pour tuer un animal 10 fois plus fort que moi. Cette forme d'esclavage perpétuel, qui constituait à amuser la populace à longueur de journée,
avait fortement compromis ma santé, et c'est incontestablement parce qu'il pensait que je n'avais plus longtemps à vivre que mon maître m'avait cédé à si bon prix. Mais comme je voyais s'éloigner définitivement de moi la crainte de pareils sévices, maintenant que j'étais sous la protection d'une souveraine si grande et si bonne, l'ornement de la nature, l'adoration du monde, les délices de ses sujets, le phénix de la création, j'espérais que les appréhensions de mon ancien maître seraient vaines, car déjà je me sentais revivre par l'effet de sa très auguste présence. Tel fut l'essence de mon discours, prononcé avec beaucoup d'hésitations et d'incorrections grammaticales. La fin en était formulée dans le style particulier à ce peuple, dont Glumdalclitch m'avait appris certains tours avant de m'emmener à la cour. La reine, qui excusa avec beaucoup de bonté les imperfections de mon langage, fut cependant fort surprise de trouver tant d'esprit et de bon sens chez un animal aussi minuscule. Elle me prit dans ses propres mains et m'apporta au roi, qui se trouvait retiré dans son cabinet. Sa Majesté, prince très grave et d'apparence austère, ne vit pas tout d'abord ma forme très distinctement, et demanda d'un ton glacé à la reine de quand datait son goût pour les splacnucs, car c'est ce genre de bête qu'il avait cru entrevoir. Je me tenais en effet à plat ventre dans la main de la reine. Mais cette princesse, qui avait infiniment d'humour et d'esprit, me posa délicatement debout sur l'écritoire de Sa Majesté et m'enjoignit d'expliquer moi-même au roi qui j'étais, ce que je fis en peu de mots. Glumdalclitch, qui était à la porte, car elle ne supportait pas de me perdre des yeux, fut appelé pour confirmer mon histoire depuis mon arrivée chez son père. Le roi était plus savant qu'aucun homme de son royaume. Il avait étudié les sciences, en particulier les mathématiques. Pourtant, après avoir soigneusement examiné la forme de mon corps et constaté que je marchais debout, il imagina, ne m'ayant pas encore entendu parler, que je pouvais être un jouet mécanique monté par un artiste particulièrement habile, car cet art est poussé chez eux à un haut degré de perfection. Mais quand il entendit ma voix, qu'il reconnut qu'elle énonçait des phrases rationnelles, il ne put dissimuler son extrême surprise. Il ne parut pas du tout convaincu par le récit que je lui fis de mon arrivée dans son royaume, mais il crut que c'était une histoire forgée par Glumdalclitch et son père, et qu'on m'aurait fait apprendre par cœur pour me vendre plus cher. Dans cette pensée, il me posa quelques autres questions, mais il reçut encore des réponses raisonnables, sans autre défaut qu'un accent étranger, une connaissance insuffisante de la langue, et quelques expressions campagnardes, apprises à la ferme, et très déplacées au milieu du style raffiné de la cour. Sa Majesté fit mander les 3 grands savants qui, selon la coutume locale, étaient de semaine au palais. Ces messieurs, après m'avoir examiné en détail avec un soin minutieux, furent d'opinions différentes à mon sujet. Tous s'accordèrent à déclarer que je ne pouvais avoir été produit selon les lois normales de la nature, puisque j'étais dépourvu des qualités nécessaires à la conservation de la vie, ne pouvant ni grimper aux arbres, ni fuir rapidement, ni creuser le sol pour m'y cacher. D'après l'examen de mes dents, qu'ils firent avec beaucoup de minutie, ils virent que j'étais carnivore. Pourtant, la plupart des quadrupèdes étant bien trop forts pour moi, et les autres, comme la souris, beaucoup trop lestes, ils ne pouvaient concevoir comment je trouvais à me nourrir, à moins de manger des escargots et autres insectes, chose tout à fait impossible. Ils s'offraient à le démontrer par 100 arguments fort savants. L'un de ces experts semblait penser que je pouvais être un embryon, c'est-à-dire le produit d'une fausse couche. Mais les autres rejetèrent cette théorie, alléguant que mes membres étaient parfaitement développés et que j'avais vécu plusieurs années, comme le prouvait de façon manifeste l'existence de ma barbe, dont ils distinguaient fort bien les poils à la loupe. Ils n'admettaient pas non plus que je puisse être un nain, car ma petitesse extrême excluait toute espèce de rapprochement. Le nain favori de la reine, en effet, le plus petit qu'on eût jamais vu dans ce royaume, avait presque 30 pieds de haut. Après de longs débats, ils conclurent à l'unanimité que je n'étais rien qu'un relplum scalcat, mot à mot, lusus naturae, définition qui concorde avec les doctrines actuellement à la mode en Europe, car ceux qui les professent, dédaignant de faire appel pour éluder les difficultés à la théorie ancienne des causes occultes, qui ne permettait guère aux disciples d'Aristote de dissimuler leur ignorance, ont inventé cette admirable solution passe-partout pour savoir le plus grand... Pardon. Ont inventé cette admirable solution passe-partout pour le plus grand avancement du savoir humain. Après cette conclusion décisive, je demandai la permission de dire un mot ou deux. M'adressant directement au roi,
j'affirmai à Sa Majesté que je venais d'un pays qui comptait plusieurs millions d'habitants des deux sexes, de la même taille que moi, et où les animaux, les plantes, les maisons étaient proportionnés à nos dimensions, de sorte que j'étais capable de m'y défendre et d'y trouver ma nourriture aussi bien qu'aucun des sujets de Sa Majesté en ces états. Et ceci me paraissait répondre pleinement aux arguments de ces messieurs. Mais ils ne répliquèrent que par un sourire de mépris, disant que le fermier m'avait fort bien appris ma leçon. Le roi, qui était d'une intelligence plus pénétrante que ses savants, les congédia et fit appeler le fermier. Celui-ci, par chance, n'avait pas encore quitté la ville. Sa Majesté l'interrogea en particulier, puis le confronta avec sa fille et avec moi. Le roi commença à penser que je pouvais bien lui avoir dit la vérité. Il pria la reine de veiller à ce qu'on prît un soin particulier de moi, et lui conseilla de conserver Glumdalclitch pour mon service, car il avait remarqué que nous avions beaucoup d'affection l'un pour l'autre. On lui fit préparer un appartement convenable dans le palais, elle eut une gouvernante chargée de son éducation, une femme de chambre pour l'habiller, et deux autres servantes. Mais à elle seule incombait le soin de ma personne. La reine donna ordre à son ébéniste attitré de confectionner une boîte qui pût me servir de chambre à coucher, et dont Glumdalclitch et moi-même aurions approuvé les plans. C'était un artisan très habile qui termina en 3 semaines, d'après mes indications, une chambre de bois de 16 pieds de côté, haute de 12 pieds, comprenant des fenêtres à guillotine, une porte et 2 cabinets, tout comme une chambre à coucher londonienne. La planche qui formait le plafond pouvait se soulever, et c'est par là qu'on m'installa un lit préparé par le tapissier de la reine. C'était Glumdalclitch qui le faisait chaque jour de ses propres mains, après l'avoir emporté pour qu'il s'aère. Le soir, elle le remettait à sa place et rabattait le couvercle au-dessus de ma tête. Un célèbre fabricant de bibelots entreprit de me faire 2 chaises, dont le cadre était d'une matière assez proche de l'ivoire, 2 tables et une commode pour ranger mes affaires. La chambre était capitonnée sur toutes ses faces, y compris le plafond et le plancher, afin d'éviter tout accident au cas où on laisserait tomber ma boîte et pour amortir les chaos pendant les voyages en voiture. Je voulus avoir une serrure à ma porte pour en défendre l'entrée aux rats et aux souris. Après plusieurs tentatives, le ferronnier en fabriqua une, la plus petite qu'on eût jamais vue dans le pays, et de fait, j'en ai vu une plus grosse à la poterne d'un château en Angleterre. Je tins à en avoir toujours la clé dans ma poche, craignant que Glumdalclitch ne la perdît. La reine fit venir la soie la plus fine qu'on pût trouver pour me faire des vêtements. Ceux-ci étaient à peine plus épais qu'une couverture de chez nous, mais ils me parurent fort lourds à porter jusqu'à ce que j'en prisse l'habitude. Ils étaient taillés à la mode du pays, qui rappelle à la fois celle des Perses et celle des Chinois, tenues pleines de dignité et de noblesse. La reine goûtait si fort mon entretien qu'elle ne pouvait dîner sans moi. J'avais ma table installée sur celle où mangeait Sa Majesté, juste à gauche de son couvert, et je disposais d'une chaise. Glumdalclitch se tenait sur un tabouret posé sur le sol à côté de moi et veillait à mon service. J'avais toute une vaisselle d'argent qui, auprès de celle de la reine, semblait un service de poupée, comme j'en ai vu à Londres chez un marchand de jouets. Ma petite gouvernante l'arrangeait dans un coffret d'argent qu'elle gardait toujours dans sa poche, prête à me la donner quand j'en avais besoin, et elle la lavait toujours elle-même. La reine dînait seule avec les princesses royales, dont l'une était âgée de 16 ans, et la plus jeune avait alors 13 ans et 1 mois. Sa Majesté posait sur un de mes plats un morceau de viande que je découpais moi-même, et elle se divertissait fort à me voir manger ces minuscules morceaux. Car la reine, qui n'avait cependant que très peu d'appétit, avalait en une bouchée autant que 12 fermiers anglais en un repas, ce qui fut longtemps pour moi un spectacle répugnant. Elle broyait entre ses dents, avec les os et tout, une aile d'alouette 9 fois plus grosse au moins que celle d'une dinde de bonne taille. Elle engloutissait à chaque bouchée de pain la valeur de 2 miches de 4 livres. Quand elle buvait dans sa timbale d'or, chaque gorgée valait une barrique, et ses couteaux étaient 2 fois plus longs qu'une faux redressée sur son manche. Les cuillères, fourchettes et autres ustensiles étaient à proportion, et je me souviens que quand Glumdalclitch m'emmena par curiosité à l'une des tables du palais, où 10 à 12 de ces énormes couteaux et fourchettes étaient en même temps au travail, je me dis que de toute ma vie, je n'avais vu spectacle plus terrifiant. L'usage veut que tous les mercredis,
qui est, comme je l'ai dit, leur jour de sabbat, le roi, la reine, ainsi que les princesses et les princes leurs enfants, dînent ensemble dans l'appartement du roi. J'étais à cette époque le grand favori de Sa Majesté. En ces occasions, ma table était dressée à sa gauche, juste à côté de la salière. Le souverain prenait plaisir à converser avec moi, à me questionner sur les mœurs, la religion, les lois, les gouvernements et la culture de l'Europe, dont je m'efforçais de rendre compte de mon mieux. Il avait l'esprit si pénétrant, le jugement si sûr, qu'il faisait des remarques et des observations extrêmement pertinentes sur tout ce que je lui disais. Mais je dois signaler qu'un jour où je m'étais étendu trop complaisamment sur mon pays bien-aimé, sur notre économie et nos guerres terrestres et maritimes, sur nos schismes religieux et nos discordes politiques, il arriva que le roi, entraîné par les préjugés de son éducation, me prit dans une main et me caressant doucement de l'autre, me demanda si j'étais Whig ou bien Tory. Puis, se tournant vers son premier ministre, qui se tenait derrière lui avec son bâton blanc, un signe de sa charge, presque aussi haut que le grand mât du Royal Sovereign, il lui fit observer quelle pauvre chose est la grandeur humaine, puisqu'elle peut être singée par d'aussi minuscules insectes. Et pourtant, ajouta-t-il, je suis sûr que ces créatures infimes ont des titres et des distinctions honorifiques, qu'ils se font des niches et des terriers qu'ils appellent maisons ou cités, qu'ils aiment à exhiber des toilettes et des équipages, qu'ils tombent amoureux, se battent, se disputent, qu'ils trichent et trahissent. Et il continua sur ce thème, tandis que je rougissais et pâlissais d'indignation à entendre traiter avec tant de mépris notre noble patrie, reine des armes et des arts, fléau de la France, arbitre de l'Europe, siège de toutes les vertus, de la piété, de l'honneur et de la loyauté, orgueil et envie de l'univers. Mais, outre que ma situation ne me permettait pas de relever les insultes, j'en vins, en y réfléchissant mieux, à me demander si réellement j'avais été insulté. Car, habitué depuis plusieurs mois à voir et à entendre ces gens, à ne rencontrer aucun objet qui ne fût à leur taille, j'avais oublié peu à peu l'horreur que leur énormité m'avait tout d'abord inspirée. Au point même que, si j'avais vu alors un groupe de dames et de seigneurs anglais jouer leurs personnages dans le meilleur style de la cour, saluer, babiller et se pavaner dans leur brillante parure de fête, j'aurais, à dire vrai, été fort tenté de me moquer d'eux autant que le roi et ses grands pouvaient se moquer de moi. D'ailleurs, je ne pouvais m'empêcher de sourire de moi-même, quand la reine me prenait dans sa main devant son miroir, où je nous voyais tous les deux en pied, et où la comparaison était si risible que je commençais vraiment à me croire ramené à des dimensions qui n'étaient pas les miennes. Mes pires ennuis et mes plus grands tourments me venaient du nain de la reine. Celui-ci était l'être le plus minuscule qui eût jamais vécu dans le pays. Je crois que réellement il n'atteignait pas 30 pieds de haut. Et la vue d'une créature si inférieure à lui-même le rendit tellement insolent qu'il prenait des airs supérieurs et arrogants chaque fois qu'il me croisait dans l'antichambre de la reine, où, debout sur une table, je parlais avec les seigneurs ou les dames de la cour. Il manquait bien rarement de me servir quelque colibé sur ma petite taille. Je ne pouvais me venger qu'en l'appelant mon frère, en le défiant de lutter avec moi, ou en lui lançant une de ces boutades qu'échangent habituellement les pages de la cour. Un soir, au dîner, ce méchant nabot se piqua si fort d'une pointe que je lui portai, que grimpant sur le dossier de la chaise de Sa Majesté, il m'enleva de ma place où j'étais assis tranquillement sans me douter de rien, et me plongea dans un grand saladier d'argent plein de crème, après quoi il se sauva à toutes jambes. J'étais bien loin d'avoir pied, et si je n'avais été bon nageur, cette aventure aurait pu tourner mal, car Glumdalclitch se trouvait à ce moment-là à l'autre bout de la pièce, et la reine était si effrayée qu'elle n'eut pas la présence d'esprit de me porter secours. Ma petite gouvernante accourut à mon aide et me repêcha, non sans que j'eusse avalé plusieurs pintes de crème. On me mit au lit, mais je m'en tirai sans autre mal que la perte de mes vêtements, qui furent irrémédiablement gâtés. Le nain fut fouetté, et on le condamna en outre à boire toute la jatte de crème dans laquelle il m'avait fait tomber. Il ne regagna d'ailleurs jamais la faveur de la reine, qui en fit cadeau à une dame de haut rang, si bien que je cessai de le voir pour ma plus grande joie. Car je ne sais à quelle extrémité la rancune aurait pu pousser ce méchant drôle. Déjà auparavant, il m'avait joué un tour pendable qui avait bien fait rire la reine, tout en la mécontentant beaucoup. Elle était prête à congédier son nain sur le champ, mais j'avais eu la générosité de demander sa grâce. Sa Majesté avait pris un os à moelle, l'avait vidé dans son assiette, puis l'avait replacé debout dans le plat où elle s'était servie.
Le nain, qui avait guetté le moment où Glumdalclitch allait vers la desserte, grimpa sur la tabouret d'où elle me servait, et me saisissant à deux mains tout en maintenant mes jambes serrées, il m'enfonça jusqu'à la taille dans l'os, où je restai coincé, dans une posture fort ridicule. Je crois qu'il se passa bien une minute entière avant qu'on s'aperçût de mon sort, car j'eusse trouvé indigne de moi de pousser des cris. Heureusement, comme les princes mangent rarement chaud, je ne fus pas brûlé. Mais mes bas et pantalons sortirent de là en piteux état. Le nain n'eut d'autre punition que le fouet, car je plaidais en sa faveur. La reine raillait souvent ma poltronnerie et s'amusait à me demander si tous les gens de mon pays étaient aussi peureux que moi. Voici pourquoi. En été, le royaume est infesté par les mouches, et ces insectes odieux, aussi gros que les fameuses alouettes de Dunstable, ne me laissaient pas une minute de répit pendant les repas, bourdonnant sans cesse autour de mes oreilles et parfois se posant sur mes aliments, où elles déposaient leurs chiures ou leurs œufs. Ces traces infectes, bien visibles pour moi, échappaient à la vue beaucoup moins aiguë des indigènes. Il arrivait aussi qu'une de ces mouches se posât sur mon nez ou sur mon front, m'y faisant des piqûres douloureuses et m'empoisonnant de son odeur. Je sentais sur ma peau cette matière visqueuse qui leur permet, disent les naturalistes, de marcher les pattes au plafond. J'avais fort à faire pour me défendre contre ces horribles bêtes, et je tressaillais involontairement lorsqu'elles arrivaient sur moi. Le nain s'amusait souvent, comme nos écoliers, à en attraper plusieurs à la fois dans sa main et à me les faire partir sous le nez pour que la reine rie de ma frayeur. Mon seul recours était alors de les fendre en deux, en plein vol, d'un coup de mon couteau, et l'on admirait beaucoup mon habileté à cette chasse. Je me souviens qu'un jour, Glumdalclitch avait mis ma boîte sur la fenêtre, comme chaque fois qu'il faisait beau, pour me donner de l'air, car je ne voulais jamais laisser accrocher ma boîte à un clou dehors comme une cage. J'avais ouvert ma fenêtre, et j'étais installé devant mon petit déjeuner, une tranche de gâteau à la confiture. Il arriva qu'une vingtaine de guêpes, attirées par l'odeur, entrèrent en bourdonnant dans la pièce, où elles firent autant de bruit que tout un orchestre de cornemuses. Les unes fondirent sur mon gâteau et en emportèrent chacune une bribe, tandis que les autres tournaient autour de mon visage, me laissant assourdi à moitié par leur musique et terrifié à la vue de leurs aiguillons. Cependant, j'eus le courage de me lever, de tirer mon sabre et de les attaquer au vol. J'en tuai 4, les autres s'envolèrent, et je fermai prestement la croisée. Ces insectes étaient de la taille d'une perdrix. Je leur retirai leurs dards, longs d'1 pouce, et acérés comme des aiguilles. Je les conservai soigneusement tous les 4, et après les avoir montrés à mon retour, avec quelques objets curieux en divers lieux, j'en donnai 3 à Gresham College, et gardai pour moi le 4e. Et c'est la fin du chapitre 3 de la 2e partie. Ça sera donc également la fin du live du jour. Je vous lis simplement les petits résumés des chapitres qu'on vient de lire. Donc le chapitre 2, on a vu le portrait de la fille du fermier. L'auteur est conduit au marché du bourg puis à la capitale, et les détails du voyage. Et au chapitre 3, l'auteur est mandé à la cour, la reine l'achète au fermier son maître et le présente au roi. Discussions avec les plus grands savants du royaume. On lui installe un appartement à la cour, il devient le favori de la reine. Comment il défendit l'honneur de son pays, ses querelles avec le nain de sa majesté. Nous passons à l'outro du live, les amis. Bon, ça va. Honnêtement, le chapitre 2 et 3 étaient un peu plus intéressants que le chapitre 1. Donc ça va, je me suis remis un petit peu plus dedans quand même. Pour le moment, je suis toujours quand même... je sais pas. Est-ce que c'est mon mood du jour? Peut-être aussi. Parce que je vous avoue que j'ai eu l'impression de vraiment galérer sur la lecture aujourd'hui. De pas mal manquer d'air en fait. J'ai l'impression de manquer d'air, mais c'est peut-être parce qu'il fait lourd. J'ai l'impression d'être dans un environnement poisseux. Bref. Donc du coup, c'est peut-être que j'ai un peu manqué d'air aujourd'hui sur ma lecture, que j'ai un peu plus galéré et que peut-être ça impacte mon appréciation de l'œuvre. Mais c'est vrai que globalement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup préféré la première partie à la deuxième partie. Même si la deuxième partie est sympathique. J'attends de voir un peu plus loin.
Peut-être que je préférerais le voyage à Lilliput tout simplement, à la fin des choses. À voir aussi comment ça se développe sur les autres voyages, je suis très curieux. Mais quand même, il y a eu des choses un peu plus intéressantes. Globalement, je pense que ça ouvre des réflexions sur des thèmes qu'on a déjà un peu abordés, lors de la pause précédente, c'est-à-dire la perception. J'ai l'impression que les thèmes principaux, on va dire, des chapitres qu'on a lus, c'est la perception, le fait que de changer le personnage de Gulliver, de contexte, de même le mettre dans un contexte où il est montré comme une bête de foire, hem et puis voilà, les discussions qui s'ensuivent avec le roi, la princesse et cetera, bref. Hem, Tout ça, de toute façon, c'est un peu le but du voyage, le but d'extirper quelqu'un de son contexte, de sa condition, pour le mettre dans d'autres conditions, dans un autre contexte et du coup, par contraste, mettre en lumière certaines, choses. Voilà, c'est vraiment, le procédé, quoi. Et bien, je pense que là, ça marche bien pour faire réfléchir. En fait, je pense que le thème central de ce qu'on vient de lire, c'est justement pile poil ça. C'est justement, mettre en évidence le fait que on dépend beaucoup de notre contexte. Mettre en évidence le fait que, quelque part, on est très anthropocentré. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose, heu, de très moderne quelque part parce qu'on pourrait le comparer à des, à des notions, très modernes de spécisme, antispécisme et ainsi de suite. Mais ouais, quelque part de faire ce genre de comparaison et de dire, on est très anthropocentré, même si on s'entend bien, comme il le dit à un moment, même si on s'entend bien et cetera, va toujours y avoir des mots un petit peu maladroits qui montrent que en fait, le roi se croit quand même un peu supérieur à lui, son peuple, il a du mal à se dire, «Mais c'est pas possible qu'un autre peuple soit comme nous», qu'il y ait une sorte de fierté aussi quelque part un peu mal placée comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment, le point central des chapitres qu'on vient de lire. Cette espèce d'anthropocentrisme, cette espèce de fierté, potentiellement même de nationalisme, parce qu'on sait aussi que, Swift, écrit une satire politique. Donc voilà, quelque chose de l'ordre de: «On va toujours se préférer soi-même aux autres», entre guillemets. Une réflexion comme ça, j'ai l'impression. Une réflexion de: on va toujours trouver que quand même on est un peu plus intelligent, quand même on est un peu plus intéressant, quand même on est un peu plus ceci, un peu plus cela. Quelque part, on a un peu plus de valeur que les autres. Heu et du coup, bah, de montrer quelque part que tout ça est question de contexte, est question de perception, de perspective, bah, quelque part, c'est annuler. C'est annuler complètement cette, pensée-là. C'est annuler complètement cette pensée-là, montrer que ça n'a pas de sens, en fait. Montrer que ça n'a vraiment pas de sens. Donc je trouve ça très intéressant. Hem, c'est aussi très bien montré, je trouve, par exemple, par, l'épisode du nain. Le fait que le nain presque se venge peut-être sur le personnage de Gulliver pour des choses que lui aurait vécues, pour des moqueries, des quolibets qu'il aurait reçus, de la population. Je trouve que ça montre très bien ça, qu'il y a toujours quelque chose de, comment dire? Presque qu'il y a quelque chose de très profondément ancré chez l'être humain, qui serait de l'ordre de une facilité à être cruel avec les autres si ça nous permet d'être un peu plus «heureux» entre guillemets. Enfin, ouais, qui nourrit une sorte de joie, personnelle, à quelque part rabaisser les autres pour mieux se valoriser soi-même, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu un message qui tourne autour de ça là-dedans. D'autant que je me suis dit, pour revenir sur l'aspect bête de foire où on va montrer Gulliver partout et ainsi de suite et faire de l'argent sur son dos, je me suis vraiment dit, que à l'époque où Jonathan Swift écrit ça, c'était beaucoup, beaucoup, répandu, il me semble, les spectacles de monstres de foire, comme on disait.
Donc voilà, de montrer des gens avec des difformités physiques et ainsi de suite. Hem et du coup, je pense qu'il y avait vraiment ce message-là quelque part dans le chapitre qu'on vient de lire. Montrer que, bah, en fait, c'est pas normal que quelqu'un cherche à se faire, masse thune, et que quelque part en fait, c'est ça, quelque part, son maître, en tout cas son ancien maître, c'est un peu l'image de: «Regardez, si ça peut vous être profitable, vous allez avoir tendance à croire que vous avez plus de valeur». En fait, c'est ça, c'est un peu une justification. C'est: «OK, si ça peut m'être profitable, si je peux gagner un profit, si je peux gagner de l'argent de ce processus, alors je vais imaginer que ma valeur est plus importante que la valeur de la personne dont je suis en train de me moquer». Et du coup, c'est quelque part une manière de se rassurer et de justifier qu'on ait le droit de faire ça, quoi. Je pense qu'il y a un peu un message de cet ordre-là, quelque part aussi. Ou en tout cas, des réflexions qui permettent de penser à ce genre de choses. Qui permettent, d'élaborer sur ces sujets. Oui, mais les foires, c'est horrible, mais à certaines époques, c'est aussi beaucoup d'étrangers de pays d'Afrique ou d'autres continents qui étaient montrés, les os humains, et cetera. Ah oui, mais clairement. Mais de toute façon, même jusqu'à il y a pas si longtemps, oui, clairement, 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 clairement. Mais de toute façon, j'étais en rien en train de défendre quoi que ce soit, hein. Parce que je te vois dire, «Mais les foires, c'est horrible, mais à certaines époques». Oui, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Je dis pas le contraire, mais je dis qu'il y a une réflexion là-dessus qui est intéressante, quoi. Et du coup, coucou Jérôme, j'espère que tu vas bien. On est sur la fin du live. Vraiment, là, je meurs de chaud. Hem, on va plutôt, je vérifie un peu la température qu'il fait, tiens. Ah ouais, apparemment, il y a des orages qui arrivent et tout. OK. Ça devrait aller mieux dans les temps à venir. Mais bon, doucement mais sûrement, on va tous se diriger vers l'été et le plein été. J'ai pas du tout encore, connaissance d'à quel point ça va être supportable ici l'été ou difficile. Donc on va voir comment ça impacte les lives, mais je vous tiendrai au courant. Je vais essayer quand même de maintenir franchement là, un live par semaine, j'arrive à le tenir pour le moment et ça me plaît bien. Je vais essayer de maintenir ça au moins quelque temps, avant d'envisager de faire plus ou moins de live. Mais, une fois que j'aurai testé ça et que j'aurai pris des décisions, vous le saurez assez vite. Oui, oui, mais je veux dire le fait d'être étranger étant en soi vu comme une curiosité et une déformité, je ne dis pas que tu défends, t'inquiète. Ah oui, ouais, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, 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 c'est sûr. Oui, c'est sûr que j'ai dit, difformité physique, mais oui, en soi, il y a aussi juste des différences, c'est clair. Comment mettre le ventilo sans que ça soit trop capté par le micro? Ça va peut-être être une des réflexions aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est compliqué ça. Bref. Après, ouais, non, franchement, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il fait relativement frais par rapport au dehors chez moi. Mais bon, il y a toujours un moment où de toute façon, il fera vraiment chaud. On verra, on verra. Je vais pas me prendre la tête avec ça maintenant. Hem, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et tutti quanti. La suite arrivera assez rapidement, je l'espère. On poursuivra donc la deuxième partie. Je sais pas encore si on la terminera, on verra bien. Hem et je pense que ça n'aura pas lieu avant parce que là, en plus, j'ai une semaine avec des heures supplémentaires et tout. Bon, honnêtement, la semaine qui arrive, je pense que de toute façon, je n'aurai pas d'autres créneaux que le dimanche. Donc honnêtement, ne vous attendez pas à un autre live avant dimanche 8. Ça tombe bien, comme en ce moment,
fais des lives quasi tous les dimanches, au moins ça va pas vous bousculer. Merci Nordum, c'est sympa. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment en votre compagnie. Je vous tiens au jus assez rapidement sur la suite des événements, que ce soit la lecture ou les autres projets, parce que vraiment j'ai envie de me mettre à faire d'autres projets. Je sais pas si j'ai envie de faire d'autres lives pour le moment, mais d'autres projets c'est sûr. Et du coup, je vous en parlerai forcément à un moment. Alors, Miss Perrine, je vais te dire ça. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas être spoil. Mais on est sur. On est a priori sur 4 parties. On est a priori sur 4 parties. Sachant qu'à la fin, il y a des petits appendices, mais qui font quand même partie du texte. A priori. Donc il y aura un peu 4 parties et des bonus, quoi. Et sachant que, en voyant le titre de la 3e partie, il y aura peut-être vraiment beaucoup plus. J'en dis pas plus pour pas vendre la mèche. Bien. Je remarque aussi du coup qu'il est 17h30. J'essaie un peu d'ajuster au fur et à mesure des choses. Je pense que dans l'idéal, je préférerais faire les lives plutôt dans l'après-midi vers 14h comme j'avais fait les fois précédentes. Là aujourd'hui, il s'est trouvé que j'avais des choses à faire et que j'ai pas pu live avant. Mais personnellement, je pense que ça m'arrange plus de faire des lives vers 14h que vers cette heure-ci. Donc voilà. De toute façon, je ferai ça quand je pourrai et je vous tiendrai au courant sur Facebook, Discord et Twitter. Mais comme ça, vous savez un peu où va mes envies et mon ressenti. Et vous aurez peut-être une manière plus précise d'évaluer les choses. Bien. J'ai vraiment l'impression de galérer, même à parler aujourd'hui, c'est terrible. Du coup, je vais pas faire durer ça plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de week-end. Et je vous dis bonne semaine. À très vite, à tout vite pour la suite de la lecture. Et bye bye. Des bisous.